Bonjour, dans cette vidéo, on va voir tous les inconvénients que produisent en fait les sociétés civiles immobilières ou les SAS pour investir dans l'immobilier ou pour transmettre. Il y a un certain nombre en fait de risques, il y a un certain nombre d'erreurs à commettre, il y a des incompréhensions, il y a un peu plus de temps à y passer, voire éventuellement un peu plus d'argent. Enfin, je vais te lister tout ça en détail dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre entre les bénéfices d'une SCI et les inconvénients, que tu puisses prendre ta bonne décision, celle qui est juste pour toi. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 3 ou 4 vidéos, peut-être même 5, on verra. La première vidéo qui s'affiche maintenant, c'était qu'est-ce qu'une SCI, à quoi ça sert, qui sont les associés. On a regardé aussi un modèle de statut avec voilà les différentes clauses qu'il y avait et qu'est-ce que ça voulait dire et comment on s'en servait. Dans la deuxième vidéo, je t'ai montré les 3 bonnes raisons, on va dire, de créer une SCI. C'était la sécurité du patrimoine, la sécurité des personnes. Après, on a vu tout ce qui était optimisation fiscale, aussi bien sur les revenus que sur les transmissions entre parents, enfants ou autres. Et puis, on a vu la dernière raison, c'était la facilité d'obtenir des financements. Donc, tu peux revoir ces 2 vidéos librement. Et puis là, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est inconvénients, risques, les erreurs. Pourquoi ? Parce que avant de créer ta société civile immobilière ou ta SAS ou une société immobilière en général, tu dois toujours peser le pour et le contre. C'est comme le côté pile et face d'une médaille, c'est-à-dire qu'il y a toujours des inconvénients et des avantages en fait à créer ce type de structure. Personnellement, moi je fais un petit tableau avec d'un côté les objectifs que je poursuis, avec donc du coup qui sont mes avantages, mes bénéfices que j'attends. J'essaye d'en avoir plusieurs, et puis d'un autre côté je regarde les risques ou les inconvénients d'avoir une SCI. Je soupèse les deux et j'essaye toujours d'avoir 2, 3 avantages, comme ça si jamais il y en a un ou 2 qui se produisent pas parce que finalement j'avais décidé que c'était un autre objectif, c'était de transmettre, et puis non, finalement je veux pas transmettre, je le garde. Enfin bon, bref, il peut y avoir des choses dans la vie, dans 10, 20 ans au cours d'une détention d'un bien immobilier, il y a forcément des choses imprévues qui se produisent, et donc du coup l'idée c'est d'en avoir plus et que même s'il y en a qui se produisent pas, il y en ait suffisamment pour compenser les inconvénients d'une SCI. Donc ça c'est pour le côté hyper rationnel, mais il n'y a pas que ça dans la vie aussi, il y a tout le côté intuitif, émotionnel aussi que en tant qu'investisseur auquel nous avons tous accès. Personnellement, par exemple là j'ai visité un lot de 15 garages, j'étais le premier, j'ai pas négocié le prix, donc du coup l'affaire était bouclée, et puis je me suis mis à mal dormir et je me réveillais le matin en me disant oh là là, ça me fait un petit peu peur ce lot-là. Et puis ça c'était le côté émotionnel, et puis le côté rationnel il dit oh ouais mais tu le payes tellement pas cher, et puis ne t'inquiète pas, de toute façon il n'y aura pas de problème au niveau de la toiture, elle va tenir encore le temps de la durée de l'emprunt, 12-15 ans, ça le fera bien, et puis après tu auras les sous pour payer la toiture. Ce truc-là, je sais que chez moi, c'est un marqueur d'alerte fort pour me dire attention, inconsciemment, émotionnellement, il y a un truc qui se passe qui est pas clair et qui est sûrement pas juste, et donc du coup, fais attention quand tu prends ta décision. Je t'invite à faire exactement la même chose par rapport aux sociétés immobilières ou autres, te dire il y a le côté rationnel, sur le papier ça se passe bien. Est-ce que moi, en tant que personne, être d'émotion et doté d'instinct, ça va le faire aussi ou ça le fait pas? Et si ça le fait pas, il faut pas y aller parce que tu vas être malheureux en fait. C'est ce que je me suis dit moi. Si j'achète ce lot de garage là et que je suis déjà stressé avant de signer le compromis de vente, qu'est-ce que ça va être entre le compromis et la vente, et puis après quoi? C'est-à-dire je vais pas dormir du tout. Est-ce que ça vaut le coup de gagner 5 ou 6 000 euros de plus par an pour ne pas dormir? Pour moi non, ça vaut pas le coup. Donc du coup pareil pour toi, pour la SCI, tu as les deux, tu as l'aspect on va dire rationnel qu'on voit dans les vidéos, puis tu as l'aspect émotionnel que toi forcément tu es le seul à connaître. Une fois cette parenthèse fermée, on passe maintenant aux inconvénients. Alors on va commencer par quelque chose de sonnant et trébuchant, c'est-à-dire on va dire les coûts financiers. Le coût financier de création d'une société, il est supérieur à si tu achètes toi en tant que personne, puisque toi en tant que personne tu existes déjà, donc il n'y a rien à créer, c'est gratuit, et le notaire prend ta carte d'identité, il te met comme propriétaire de tel bien immobilier, et c'est plié. Quand tu dois créer une société, il y a un certain nombre de démarches à faire, notamment les statuts que tu crées, il faut les déposer au greffe du tribunal de commerce qui va donner qui va immatriculer, va donner un numéro à ta société, et puis une fois que ça se sera fait, ta société existera. Donc le fait de
déposer les statuts au greffe, que ce soit rentré et que la société soit immatriculée, ça a un coût. Le fait aussi de devoir le publier dans un journal d'annonce légale, ça a aussi un coût. Et donc le coût global de cette démarche-là, greffe plus la publication au journaux d'annonce légale, c'est à peu près 300-350 euros. Donc ça peut être, voilà, c'est un petit surcoût. C'est pas énorme parce qu'il faut mettre ça, voilà, en comparaison avec le bien immobilier que la société va détenir. Si tu achètes ne serait-ce qu'un garage à 10 000 euros, 300 euros, 350 euros, ça représente à peine 3% de surcoût. Donc bon, sur une durée de détention assez longue, ça va c'est pas grand chose, quoi. Par contre, si tu fais appel à un professionnel qui va faire le boulot pour toi, aussi bien de rédiger les statuts que d'aller au greffe pour déposer tout ça, même si maintenant ça se fait en ligne, tu vas plutôt arriver autour de 1500-2000 euros le coût de création de ta SCI. Donc là c'est pareil, ça peut être non négligeable s'il s'agit d'acheter juste deux garages à 20 000 euros, mettre 2000 euros de coût dans une société. Bon, ça alourdit tout de suite la facture, mais après quand on est sur des montants de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros, en général le coût de création il est assez vite amorti, quoi. Si tu amortis 2000 euros sur 20 ans, ça fait que 1000 euros par an, ça fait que 100 euros par an, c'est pas énorme, quoi. Deuxième type de coût, ça va être plutôt les coûts réguliers, donc là liés à la comptabilité. Quand tu veux créer une société civile immobilière imposée à l'impôt sur les sociétés, eh bien là on est sur une imposition du coup de type professionnel, et donc il faut sûrement un expert comptable. Sauf si toi, tu as fait toute ta carrière professionnelle dans la finance, ou que tu es par exemple directeur administratif et financier, ou que tu as un diplôme, voilà, moi j'ai par exemple j'ai une équivalence de comment ça s'appelle, de DCG, donc diplôme comptable général. Donc typiquement je pourrais passer du temps et faire ma comptabilité professionnelle pour ma SCI à l'IS, mais je préfère le déléguer parce que ça coûte pas si cher que ça. Une petite SCI autour de 10-15 000 euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 800 euros pour la comptabilité et le juridique par an. On reviendra sur la partie juridique, mais rien que la partie comptable, c'est 800 euros à peu près. Et puis pour une SCI qui dégage un petit peu plus, dans les 20-25 000 euros de chiffre d'affaires par an, on est plutôt autour des 1000 euros. Après, ça dépend effectivement des cabinets, tout ça. Donc au final, moi je trouve que c'est pas mal si tu as des frais comptables d'avoir quand même un niveau de chiffre d'affaires à peu près 20 fois supérieur, quoi. C'est-à-dire que les frais comptables représentent 5% de ton chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire que si tu fais 20 000 euros, payer 1000 euros, ça représente 5%. Donc pour moi c'est valable. Ça peut monter jusqu'à 7-8% éventuellement, sachant que la première année tu vas peut-être pas monter aussi vite en chiffre d'affaires dans ta SCI, donc il faut accepter que les premières années les frais comptables soient supérieurs à cette fourchette que je viens de te donner. Cette fourchette-là, je l'ai pas inventée, hein, c'est juste que à force de faire des calculs dans Renta SCI, je vois bien en fait que des fois les coûts comptables ils plombent en fait les avantages de l'impôt sur les sociétés par rapport à l'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que voilà, ces coûts comptables, moi parmi des avantages que je vois à payer le comptable, au-delà qui me fait gagner du temps parce qu'il fait le travail mieux, plus vite et moins cher que si je devais le faire moi, c'est toujours l'effet boule de neige, c'est-à-dire que le report de la fiscalité à la revente qui est permis par l'impôt sur les sociétés, eh bien ça va me permettre de réinvestir le cash que j'ai en plus dans ma société, que si j'avais opté pour l'IR, j'aurais dû payer ce cash-là en impôt, ce cash que je paye, ces impôts que je paye pas, et moi ça me permet d'acheter plus de garages, et donc grosso modo d'avoir cet effet boule de neige dont on a parlé déjà dans la deuxième vidéo. Autre avantage du comptable, c'est qu'il fait aussi le suivi juridique dans la fourchette de prix que je t'ai donné. Quand tu fais une comptabilité à l'impôt sur le revenu pour ta SCI, grosso modo c'est à peu près la même chose que quand tu le fais pour toi à titre personnel, hein. C'est une compta de type impôt sur le revenu, donc tu fais le total de tes loyers, tu regardes les charges que tu peux déduire, il y a certaines charges que tu as payées mais que tu peux pas déduire, donc il faut que tu saches placer telle ou telle charge dans telle catégorie, et puis à la fin tu as un résultat imposable, il est soit positif, c'est un bénéfice, s'il est négatif, c'est une perte. Et donc ce résultat-là de la SCI, tu le déclares dans la déclaration 2072 et ensuite tu le reportes dans ton imposition classique, la 2044, sur la partie revenu foncier. Ce qu'il y a en plus à faire pour une SCI, c'est qu'on doit tenir un bilan. C'est-à-dire que d'un côté, tu dois mettre l'immobilier que tu détiens, son prix, de l'autre côté, tu dois mettre les dettes, le montant du compte courant d'associé, le montant du compte en banque. Voilà, c'est une mini comptabilité, c'est pas très compliqué à faire. Quand c'est à l'IR, on ne demande pas un truc formidable, mais on a besoin de du résultat de l'année, 2 du bilan, pour que le gérant puisse rendre compte aux associés de la bonne tenue des comptes de la SCI. Et ça doit être consigné dans un procès verbal d'assemblée générale, c'est une fois par an.
Et donc on dit bah voilà, grosso modo étaient présents donc les associés, tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a voté? Donc l'approbation des comptes, résultat, le bilan. On donne quittance au gérant pour son bilan. On signe. S'il y a d'autres choses à décider, bah c'est consigné dans le procès verbal d'assemblée générale. Et puis on archive tout ça pour la bonne tenue de la société, puisque le suivi juridique est un des points extrêmement importants, parce que ça c'est aussi un risque, c'est que si tu n'assumes pas les formalités juridiques, ta société peut être qualifiée de fictive. Et donc dans ce cas-là, les services fiscaux vont dire bah voilà, bah attendez, vous avez créé une SCI, vous ne l'avez pas fait vivre juridiquement, donc elle n'existe pas, on vous taxe comme si elle n'avait jamais existé. D'accord, donc ça peut être éventuellement un gros souci quand ça arrive, c'est assez rare, mais voilà, il faut faire attention. Donc ça prend un petit peu plus de temps aussi de faire ce suivi juridique là. Bon, moi comme c'est le comptable qui fait la partie juridique sur la plupart de mes sociétés, après pour la SCI que j'ai avec mon épouse par exemple, bah, là on le fait tous les deux, et je vois voilà, ça prend pas tant de temps que ça, puisque grosso modo c'est des copier-coller de documents qui sont de modèles de documents qui sont préfaits. C'est pas très compliqué, c'est peut-être 1 heure ou 2 de travail en plus par an pour un lot de voilà d'une trentaine de garages qui rapporte à peu près 15 000 euros. C'est pas le bout du monde quoi. Donc voilà pour la partie coût. Maintenant on va passer à la partie risque, les erreurs et les dangers et les inconvénients des SCI. Donc le premier danger qu'on peut citer, c'est notamment la responsabilité indéfinie des dettes vis-à-vis des associés. C'est-à-dire qu'une SCI qui a 200 000 euros de dette, avec 2 associés à 50-50, et ben chacun des associés est responsable de 100 000 euros de la dette. D'accord? Et donc la banque ou les créanciers qui ont prêté ces 100 000 euros, et ben ils peuvent venir se servir sur le patrimoine personnel des associés. Et donc ça, ça fait partie des risques. Par contre, les associés ne sont pas solidaires entre eux des dettes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, s'il y a un des associés qui ne peut pas rembourser les 100 000 euros, et ben on ne va pas venir embêter l'autre si lui le peut, par exemple. Donc ça du coup c'est quand même assez bien limité. Ça pose un problème notamment voilà, pour les enfants mineurs, c'est-à-dire que dans une optique d'utiliser la SCI comme un outil de transmission auprès des enfants, on se doute bien que vu que les enfants ils sont mineurs, ils n'ont pas de revenus, quand tu vas voir ton banquier pour lui demander un prêt plus ou moins important et de dire bah voilà, attention, il y a un enfant qui est associé dans la SCI, le banquier lui poursuivre un enfant mineur, il va pas pouvoir. Donc il y a voilà, quelques papiers à signer auprès de la banque. Si ton banquier voilà, il t'aime bien et que tu as des bonnes relations avec lui, ça va pas poser de problème. Par contre, il y en a d'autres qui vont s'en servir d'excuses pour pas te prêter, mais il faut savoir que voilà, les mineurs dans une SCI, ça fait partie des risques, et que notamment pour cette problématique de remboursement de la dette, ça peut aussi être un souci en cas de, si on veut vendre un des biens dans la SCI, puisque là on va devoir faire appel au juge des tutelles qui doit valider en fait la transaction. Donc ça va rallonger les délais, ça va peut-être effrayer aussi les acheteurs potentiels, parce que il va falloir attendre la décision, etc. Donc ça rajoute un petit peu plus de complexité de mettre un mineur dans une SCI. Ça fait partie des risques qui sont liés notamment à la responsabilité des dettes indéfinies pour les associés. Autre risque, on va dire, qui est lié à l'activité de société, c'est de choisir soit le mauvais type de société, ou de pas comprendre en fait ce qu'on peut faire dedans. Donc exemple, dans une société civile immobilière, tu te dis bah moi voilà, je veux faire du meublé. Sauf que le meublé c'est considéré comme une activité commerciale. Donc mettre ça dans une société civile, c'est un peu bizarre, parce que le civil c'est l'opposé du commerce. Donc du coup, si tu veux faire de la location meublée dans une SCI, obligatoirement tu vas être imposé de façon professionnelle. Donc ça va être l'imposition sur les sociétés qui va être d'office pour toi. Il faut surtout pas essayer de vouloir faire du LMNP dans une SCI à l'impôt sur le revenu. Ça, tu vas être requalifié direct par le fixe. Ça va être très mauvais. Ça peut être aussi voilà, mauvaise interprétation. Tu te dis bon bah voilà, je veux faire une SCI, et puis je vais faire un petit peu de conciergerie, ou je vais essayer de vendre un peu de services, ou un petit peu de faire un peu de commerce dedans. Ça c'est pareil, c'est pas du tout le bon véhicule en fait pour faire une activité de commerce, que ce soit du service ou de l'achat-revente de biens. C'est pas possible, d'accord? Donc tu peux pas mélanger les deux. Par contre, il est possible effectivement de, plutôt que de te dire bah voilà, moi je veux créer une SCI pour l'immobilier, et puis je fais le schéma holding, et puis j'ai ma société commerciale à côté, de dire bah non, moi je crée juste une société commerciale, j'ai pas envie de m'embêter avec ces 3 sociétés-là, j'en crée une seule et je mélange tout. C'est-à-dire que je mélange mon activité de service avec mes investissements immobiliers, et donc dans ce cas-là, ils sont plutôt dans une SAS ou une SARL, qui sont des sociétés commerciales.
ou une EURL, une SASU, si tu veux un seul associé, c'est possible aussi. Voilà, SCI, c'est minimum 2 associés, donc une seule associé, tu fais ta SASU par exemple, tu es tout seul, tu fais ton activité de service ou de vente de marchandises, et puis avec les bénéfices, directement, tu achètes de l'immobilier. Ça, c'est intéressant, ça réduit les coûts énormément. Par contre, en termes de risque, moi, ce n'est pas l'option que j'ai choisie, parce que si jamais il y a une des deux activités qui périclite, parce que, je sais pas, hop, le marché immobilier, ça se retourne, tu n'arrives plus à louer, tu as beaucoup de vacances, tu n'arrives plus à rembourser tes dettes, et on va venir aussi se servir, la banque elle va prendre la société dans son entier et donc elle va prendre toutes les activités qu'il y a dedans et tu perds les deux. Alors que si c'est séparé, comme moi j'ai fait, donc forcément il y a un petit surcoût parce que ça crée plusieurs sociétés, mais en termes de risque, je me dis que voilà, si ça dérape d'un côté ou de l'autre, ce sont deux poches qui sont absolument distinctes et donc d'un point de vue des créanciers, on peut pas me saisir les deux en même temps. Donc voilà, ça c'est voilà, ça peut être un risque, ça peut être un avantage, il y a les deux, c'est pareil, il faut que tu sous-pèses si c'est intéressant pour toi ou non. Ce qu'il y a aussi comme risque, comme erreur, c'est je crée une société ou j'en crée pas une et puis après je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Alors ça, l'impact, c'est notamment quand alors si tu crées une SCI et puis par exemple tu as signé le compromis de vente et puis après tu te rends compte que c'était pas le bon bien ou que le vendeur il t'a menti et puis tu te rétractes, bon la société soit tu la liquides, soit tu la mets en sommeil et à ce moment-là ça te coûte rien, elle est prête pour un prochain investissement immobilier. Mais si tu as acheté une SCI, tu as acheté des biens immobiliers dedans et puis tu te rends compte qu'en fait finalement c'était pas ce que tu voulais, par exemple tu avais fait en location nue et puis tu te rends compte que tu vas passer en meublé mais tu veux pas l'IS, donc du coup il faut que tu sortes le bien de la SCI pour le reprendre à titre personnel. Et ça c'est passage chez le notaire, d'accord, donc repaiement des frais de notaire, donc c'est-à-dire tu as payé une fois les frais de notaire de 7,5 8%, tu ressors le bien de la SCI, c'est 8%. Et l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que tu as tes biens à toi à titre personnel, tu dis voilà, moi je veux transmettre aux enfants, mais je veux que ce soit organisé parce que j'ai un petit montage sympa en tête pour les transmissions, je vais gagner de l'impôt, etc. Et dans les inconvénients, c'est que tu repayes les frais de notaire pour apporter le bien à la SCI, d'accord. Donc si tu payes 8%, 8 000 € sur un bien à 100 000 €, il faut que ça va rentrer dans l'inconvénient, c'est coût du 1 000 € et donc forcément, il faut qu'en face, tu aies des bénéfices qui soient un peu plus costauds pour amortir en fait ce surcoût. Donc c'est pour ça que d'un point de vue création, il faut mieux l'anticiper et puis se dire voilà, c'est quoi les scénarios qui peuvent être à l'œuvre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et puis comment ça se comporte le schéma ou les statuts que j'ai rédigés dans ma société pour voir est-ce que voilà, c'est possible ou pas. Enfin, pour terminer autour des inconvénients de créer une société, ça va être quand la société elle est mal faite ou que les statuts en tout cas sont mal rédigés, d'accord. Je parle pas des mal faits techniquement et le greffe retoque tes statuts et donc tu dois modifier machin, ça c'est pas un énorme risque. Le plus gros risque en fait c'est que les associés dans la SCI en fait le contrat qui les lie, c'est-à-dire les statuts, soit mal rédigés, d'accord. Et des possibilités de mauvaise rédaction de statuts, c'est là, il y en a des tonnes, quoi. Donc je vais pas pouvoir te les citer, mais grosso modo, les majeurs, ça va être tout ce qui est problématique autour des pouvoirs de décision. Ce sont les types de clauses que personnellement, moi, quand je relis des statuts, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je regarde ça en fait en termes de majorité. L'erreur typique, c'est par exemple d'avoir des associés à 50-50, d'accord. Mari et femme, souvent c'est le cas. J'ai beau leur dire, non, vous faites plutôt 51-49. En termes de propriété, il y a 2 petits pourcents, ça change franchement pas grand-chose. Mais en cas de blocage, notamment de séparation, celui qui a 51, il a la majorité simple et il va pouvoir prendre un certain nombre de décisions, notamment c'est tout bête mais l'approbation des comptes. On a besoin, comme je le disais, le gérant il doit tous les ans proposer les comptes de la SCI aux associés. S'il est fâché et puis que si vous êtes fâché à 50-50, il y a personne qui peut approuver les comptes tout seul. Donc la SCI en fait elle se met tout de suite en défaut parce qu'elle n'est pas capable de faire son fonctionnement juridique classique. Donc voilà, c'est des petites broutilles comme ça, mais bon voilà, il y a des gens qui ils sont pas conscients de ça, donc du coup ils passent à côté. Typiquement nous ce qu'on a fait par exemple à Rennes, quand je me suis associé pour le lot de 216 garages avec Bruno, on a une répartition de parts qui est 45-55. Donc il y a un petit décalage en termes de propriété, mais on a fait en sorte que celui qui avait 55, donc en l'occurrence moi, il puisse faire tourner la société à un minimum, quoi. C'est-à-dire que même si on est fâché, je peux aller emprunter un petit peu d'argent pour faire des travaux. Si la toiture est fuie, c'est quand même bête de laisser le bâtiment se dégrader, etc. parce qu'on est fâché. J'ai ces pouvoirs-là. J'ai pas le pouvoir d'aller endetter
prêter à hauteur de 300 000 € la société sans avoir l'accord de mon associé. Et c'est normal. Voilà, ça fait partie des choses, il faut se mettre d'accord dès le début. Il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs de majorité entre le gérant et les associés et entre associés. Et tout ça, ça doit être vraiment bien ficelé parce que ça, c'est déjà la première étape de la réalisation des statuts. Et après, il faut envisager la deuxième étape, c'est-à-dire quand on passe à la transmission. On se dit, bah tiens, moi, nous, là, le schéma, il colle maintenant, mais si je veux donner tant de pourcents de mes parts à mes enfants, que ce soit en pleine propriété, en nue propriété, en usufruit, etc., il faut envisager ces options-là. Et là, on rebascule sur des règles de décision qui sont différentes puisqu'on a fait rentrer les enfants. Et donc là, est-ce que le schéma initial, il tient en fonction de ce qu'on a réalisé dans les statuts? Oui, non. On modifie les clauses qui concernent tout ce qui est transmission, donation, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses, ça fait partie des... c'est le b.a.-ba, mais il y a beaucoup d'erreurs en fait ou d'approximations qui sont dans les statuts que j'ai pu relire. Moi, des statuts, j'en ai relu des dizaines. Je pense que je m'approche de la lecture d'une cinquantaine de types de statuts de tout niveau, aussi bien des trucs dégueulasses qu'on a trouvé sur internet que les gens ont essayé de s'approprier, aussi bien des trucs créés par des experts, des mecs qui ont rédigé des livres sur internet, des statuts auxquels voilà, j'ai pu avoir accès. Donc je vois bien les différences de niveau qu'il y a et c'est tout bonnement hallucinant. Et de ces différences de niveau-là, bon, moi j'ai ma petite méthode qui fonctionne bien et qui permet voilà, de relire les statuts et de voir où est-ce que ça pêche. Donc en termes de risque, on a tout ce qui est risque de décision. Il faut savoir effectivement notamment voilà, que si on veut remodifier des statuts, ça a un coût parce que bah, effectivement on repasse par le greffe, on repasse par le donc c'est minimum par les journaux d'adresse légale, donc c'est minimum 300 €. Et quand c'est possible, parce que bah, des fois en fait modifier des statuts, c'est soumis à une décision d'une majorité que bah, s'il y a un associé qui veut pas, bah hop on peut pas modifier les statuts. Et donc du coup bah, on se retrouve un petit peu coincé avec les statuts initiaux. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux faire le boulot dès le début parce que ça a un coût de publication, éventuellement le coût de la personne qui modifie tes statuts en plus. Donc il faut absolument avoir une copie qui soit propre dès la création de la SCI. Et bon, on ne se dit pas bah non mais j'y reviendrai quand ce sera le moment plus tard parce que plus tard on ne sait pas ce qui se sera passé entre les associés. Autre type de risque qu'on a dans des statuts voilà, plus ou moins bien rédigés, on a tout ce qui est entrée-sortie des associés du gérant. D'accord, donc toutes les clauses là d'agrément, de retrait, il faut absolument les passer au microscope quand tu fais ta rédaction de statut ou quand tu les relis. C'est-à-dire bah voilà, la clause d'agrément, mon associé il décède, qui sont les héritiers de son associé, ça peut être sa femme, ses enfants, est-ce que j'ai envie de me retrouver associé avec eux? Oui, non. Ce qui se passe, voilà, si ça se produit. Pareil, voilà, ce sont mes enfants ils rentrent, on regarde ce qui est prévu dans la loi en termes de succession, et puis voilà, on ajuste les statuts en fonction de ça. Pareil pour les clauses de retrait, si bah voilà, on crée une SCI entre mari et femme, ou partenaire de Pax, voilà, admettons, ce qu'on a fait par exemple avec mon épouse, on se fâche, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, la société elle est bloquée et puis on est obligé de vendre le bien comme la maison qu'on détenait en commun, ou est-ce qu'on dit bah non, tant qu'il y a l'emprunt on sort pas et on est obligé de faire avec? Enfin voilà, tout ça c'est des choses qui doivent être aménagées. Un gérant qui commence à déconner et qui fait des choses qui sont pas correctes vis-à-vis de ses associés, bah voilà, il faut que dans les statuts ce soit prévu de comment est-ce qu'on le révoque, sous quelles conditions, est-ce qu'il a des pénalités à payer parce qu'il a fait n'importe quoi. Enfin, bref, tout ça, ça fait partie des clauses qui sont très intéressantes à regarder. Pareil, on a un associé qui décède, c'est le gérant. Qu'est-ce qui se passe pour nommer un nouveau gérant? Si dans les statuts c'est mal foutu, et ben on repasse devant le juge pour pouvoir avoir un nouveau gérant. Et donc pendant ce temps-là, la SCI elle peut pas fonctionner parce qu'il y a personne, il y a plus de gérant. D'accord? Donc ça c'est pareil, c'est des trucs. Quand les statuts c'est mal fait, et on peut se retrouver avec des erreurs comme ça où bah, la société elle est ingérable pendant des années parce que bah, il faut repasser par la case justice, ça coûte des sous, c'est compliqué, il faut attendre. Et donc pendant ce temps-là, bah, par exemple, on n'a pas le droit de signer de bail. Et donc du coup, bah, on a de la vacance locative, on a un emprunt. Enfin bon, bref, c'est des petits trucs, mais ça peut vite en fait déraper. Et voilà, ça fait partie des risques dont je voulais te parler en termes de société. Alors tu vas me dire, on s'arrête là? Bah oui et non, c'est-à-dire que en résumé, il y a des inconvénients comme toute chose, d'accord? Il y a des choses qui sont positives, donc je t'invite à revoir la deuxième vidéo et puis éventuellement celle-là. Tu te fais ton petit tableau avec d'un côté les points positifs, d'un côté les points négatifs. Tu regardes en fait si ça s'équilibre ou si au contraire tu as plus de désavantages ou plus d'avantages.
tu vois, et puis après tu écoutes aussi ce qui se passe émotionnellement après 1 ou 2 nuits de sommeil. Normalement le matin, si tu as pensé ça avant de t'endormir, tu dois avoir une réponse émotionnelle assez claire sur tu continues ou tu continues pas dans la SCI. Pour ceux qui veulent continuer et qui se disent bah tiens, Julien ce qu'il raconte ça me plaît, comment est-ce que je fais après? Grosso modo tu as plusieurs options. Soit tu prends une trame de statut gratuite sur internet, là attention parce que souvent c'est d'une qualité assez médiocre. Deux, tu as tout ce qui est les sites internet qui te proposent en fait de te rédiger les statuts pour toi et de faire les dépôts. Ça coûte pas très cher, c'est quelques centaines d'euros, mais grosso modo, c'est juste un formulaire, tu remplis, ça te remplit les statuts voilà, de base, d'accord, ils sont de qualité correcte, ils sont pas énormes, c'est pas personnalisé, quoi, d'accord, donc forcément tu t'en as pour ton prix, ça coûte pas cher, mais c'est pas non plus génial. Après, l'autre option, c'est d'aller voir un conseil. Alors en termes de conseil, tu peux aller voir les notaires, les experts comptables, les conseillers en gestion de patrimoine et les avocats. Trouver le bon professionnel dans tout le lot de professionnels que tu as dans ta ville, c'est pas forcément évident. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu crées une société, tu as vu que c'était quand même relativement complexe, aussi bien au niveau des avantages qu'au niveau des inconvénients. Ça fait des vidéos qui sont relativement longues, mais si je veux que ce soit complet, il faut que ce soit long, parce que quand c'est long, c'est bon aussi. Ça touche aux droits de la famille, d'accord. Tout ce qui est les régimes matrimoniaux, les pactes, les mariages, etc. Il faut connaître. On a tout ce qui est les régimes des transmissions, donc droit de la famille, transmission, donation, succession en cas de décès. Ça, il faut connaître d'un point de vue, on va dire, juridique. Ensuite, on a tout ce qui est droit des sociétés, c'est-à-dire le droit du commerce pour les SAS, le code civil pour les sociétés civiles immobilières. Donc, il faut connaître ces deux domaines-là pour pouvoir être capable de rédiger les statuts. Et puis, enfin, on a tout ce qui est fiscalité, aussi bien la fiscalité des donations, la fiscalité de l'imposition quand il y a une succession, on a l'imposition sur les revenus, l'IR, l'IS, on a l'imposition sur les plus-values, plus-values de l'immobilier, ou quand on vend les parts de la SCI, plus-value sur les parts, d'accord. Donc tout ça, ça fait quand même 3 domaines du droit, ça peut être un peu compliqué. Les notaires, eux, ils connaissent très bien droit de la famille, droit des successions. Par contre, souvent, là où ça pêche, c'est tout ce qui est le côté fiscal. L'inverse, chez les experts comptables, ils connaissent très bien le côté fiscal, on va dire, sur les revenus. Le côté plus-value immobilière, ils connaissent bien. Le plus-value sur tout ce qui est succession, par contre, ça, ils sont pas trop forts. Règles sur les régimes matrimoniaux, c'est pareil, c'est moyen. Donc voilà, on se dit qu'on peut aller se tourner vers les conseillers en gestion patrimoniale, les avocats, mais là encore, il faut qu'ils maîtrisent très bien ces domaines-là. Et pour information, les conseillers en gestion de patrimoine et les experts comptables, ils ne peuvent rédiger des statuts et créer des sociétés pour leurs clients que si les gens sont clients déjà chez eux. C'est-à-dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine, tu peux pas lui demander juste de créer ta SCI. Tu as aussi besoin d'être client chez lui pour qu'il puisse légalement le faire. L'expert comptable, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il peut créer ta société si tu lui confies la compta derrière. Donc c'est une activité accessoire, annexe en fait à leur activité principale. Et puis il y a, moi ce qui me semble essentiel, c'est que tu le fasses tout seul ou que tu le fasses avec un pro, c'est que tu sois en mesure en fait de jauger de la qualité de ce que tu as. D'accord, parce que des fois, en fait, tu payes 1500, 2000 balles, et puis avec le recul, tu regardes les statuts, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller d'un truc basique, il n'y a aucune personnalisation, et tu as payé le prix fort, d'accord, pour un truc que tu aurais pu faire toi-même. Enfin bon, mais ça, si tu n'as pas les compétences dans le droit de la famille, dans le droit fiscal, et j'en oublie un dans le droit des sociétés, eh bien tu as du mal en fait à juger la capacité du conseil que tu as en face. C'est pareil, si tu connais pas les petites finesses en fait de ce qui est possible en termes de bénéfices, notamment voilà, je prends au hasard les catégories de parts. Si tu sais pas que tu peux créer une catégorie A avec des pouvoirs spéciaux et puis une catégorie B qui a aucun pouvoir dans tes statuts, et que ça peut être désigné et que ça peut te donner voilà, des avantages à certains associés qui sont propriétaires des parts A mais qui n'ont pas les parts B, voilà, ça si tu le sais pas, tu peux pas le deviner, d'accord. Et même tes recherches sur internet, ça va être très très long, très laborieux pour que tu arrives à trouver quelque chose là-dessus. Ça, si tu le sais toi, parce que tu l'as appris en formation par exemple, et que tu te dis bah tiens ça peut être intéressant, mais que ton professionnel avec qui tu veux faire tes statuts te le propose pas, tu te dis oula, méfiance, je vais peut-être pas aller bosser avec lui. Ou pareil, tu vois, tu connais très bien les régimes fiscaux IR/IS, et puis tu lui poses une petite question piège, puis tu vois comment ça répond en face. Est-ce que c'est juste, c'est pas juste? Bref, à partir du moment où tu as un certain niveau de connaissance et de compétence dans le domaine, ça va être plus facile de jauger la qualité de ce que tu vas avoir en face comme service. Et c'est là où
quelqu'un comme moi intervient, c'est-à-dire qu'avec mon expérience, parce que voilà, je suis diplômé de conseiller en gestion de patrimoine, j'ai créé 4 ou 5 sociétés, dont certaines que j'ai créées moi-même de A à Z, et j'ai bossé avec les cabinets d'avocats notamment pour voilà, créer une formation qui aide les investisseurs depuis, je crois qu'elle date de 2015, cette formation s'appelle Réussir sa SCI, et je vais te la proposer dans une prochaine vidéo. Si ça te botte en fait de te mettre voilà, juridiquement, de devenir compétent sur tous les domaines juridiques qu'on vient de citer, pour soit bosser avec un professionnel pour rédiger les statuts et être sûr que tu en as pour ton argent et que tu as quelque chose de qualité, ou si tu veux le faire toi-même, et mon cabinet d'avocats et moi on a créé en fait des statuts types avec toutes les options, on va dire, hyper courantes que tu peux avoir, mais aussi des trucs un petit peu plus compliqués, où voilà, en fonction des objectifs que tu auras ciblés, de tes contraintes et de ce que tu auras appris dans la formation, tu pourras aménager voilà, ton pack de statuts tout fait, et puis derrière aller le déposer au greffe et créer ta SCI sur quelque chose d'hyper qualitatif pour un prix moindre que si tu étais passé par un professionnel. Donc après, voilà, ça peut être très très intéressant, et donc c'est l'objet de la formation qui s'appelle Réussir sa SCI. Je vais te la proposer dans une prochaine vidéo, donc tu restes à l'écoute, tu regardes les emails ou tu regardes sur YouTube, si tu es abonné, tu recevras normalement la prochaine vidéo. Faut cocher la petite cloche pour être sûr d'être prévenu. Je proposerai cette formation là à un prix promotionnel. Il y en aura peut-être pas pour tout le monde parce que en fait, comme j'ai déjà annoncé en septembre, cette année je veux l'année prochaine, en 2024, je veux repasser en dessous du seuil de TVA, d'accord, et donc ça veut dire que là pour ce faire, il faut qu'en 2023 j'ai déjà que je fasse un chiffre d'affaires qui soit inférieur au seuil, d'accord. Donc je suis limité et je serai limité pour les années à venir en termes de nombre de clients, parce que forcément à partir du moment où je fais le choix de réduire mon activité, donc je proposerai une promotion. Il y aura un nombre de places limitées, donc les premiers inscrits seront garantis d'avoir leur place, et puis ceux qui traîneront, peut-être que la promotion devra s'arrêter pour que je ne dépasse pas ce plafond. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je te présenterai en détail la formation. Si tu peux me dire juste dans les commentaires, parce que j'hésite à faire une 5e vidéo où je te montre voilà un exemple type de SCI entre mari et femme, ou avec une succession, ou entre investisseurs, enfin bon bref, si tu as des idées de vidéos, de contenu pour ça, dis-le moi dans les commentaires, ça m'aidera en fait pour la rédaction de la 5e. N'hésite pas à partager ce travail, donc cette 3e vidéo ou les 2 premières de la série à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ça m'aide énormément dans mon travail, ça fait remonter aussi les vidéos dans les moteurs de recherche. Donc merci pour le petit coup de pouce que tu vas m'accorder, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.